Alors juste pour vous parler rapidement, vous faire un résumé de la conférence, on va parler de plusieurs choses. On va parler évidemment de votre mix marketing. 2 points importants chez nous, chez Pricing Assistant, c'est évidemment le prix et la publicité. On ne va pas parler que de ça évidemment, mais surtout des avantages qu'on peut avoir à utiliser de la donnée concurrentielle que nous on va collecter. Des données concurrentielles qui vont récupérer les informations des catalogues. Donc évidemment, ça peut être le prix, le positionnement de prix, les promos, mais c'est d'autres informations qu'on peut récupérer, comme des titres, des images. Et ça, pour ça, évidemment, on va vous en parler plus en détail. Alors des avantages, on va moins en parler, mais bon, a priori, vous n'êtes pas tout seul sur le marché à vendre des super produits. Pour une petite présentation, du coup, pour vous présenter les intervenants, moi pour ma part c'est Romain Stevens, je suis directeur commercial chez Pricing Assistant, je travaille là-bas depuis 3 ans, j'en suis ravi. Dans l'ordre de passage, il y aura Maël Barthélémy qui va entre autres parler de notre partenariat, mais aussi des insights du marché sur de la parapharmacie, mais quoi d'autre, bien sûr, des évolutions du parcours client, et ça c'est évidemment super intéressant. Constantin Laurent, qui est mon collègue et traffic manager et qui est en charge du compte de 1001 Pharmacie, va vous parler, lui, plus en détail des cas qu'on peut avoir d'utilisation de la veille concurrentielle, mais évidemment le mode de fonctionnement de notre solution de gestion d'enchères, ou du moins de campagne sur Google Shopping. Et du coup, Fanny, qui va nous faire un retour d'expérience sur les travaux qu'on a pu faire avec, et évidemment les résultats qu'on a pu obtenir. Avant de passer la main à Maël, je vous présente rapidement ce que l'on fait chez Pricing Assistant, qui on est. Du coup, Pricing Assistant, on est à Paris, hein, on a toutes nos équipes techniques et support qui sont à Paris. On a ouvert un autre bureau à Montréal l'été dernier. On a plus de 140 clients. Quelques informations techniques. Aujourd'hui, on fait une analyse sur des prix, plus de 35 millions de prix tous les jours. Et on a fait une petite moyenne en fait, sur les campagnes qu'on va réaliser. C'est plus de 10 000 enchères par store qu'on va changer tous les jours. Et plus concrètement, sur les solutions qu'on propose chez Pricing Assistant, on travaille pour les e-commerçants, évidemment, pour les marques. Et pour les e-commerçants, on a évidemment une suite de solutions. Alors la première historique chez Pricing Assistant, c'est la veille concurrentielle et la veille tarifaire. Du repricing pour justement gérer et animer automatiquement vos prix sur votre site et sur les marketplaces. Et évidemment, ce qu'on va parler aussi aujourd'hui, du trafic et l'acquisition et notre solution en machine learning. Et pour les marques, c'est un peu différent, mais elles vont plutôt faire une surveillance ou du moins suivre leur distribution sur le web. Et du coup, je laisse la parole à Maël. Bonjour à tous. Merci Romain. Donc, Maël Barthélémy, je suis Strategic Partnership Manager au sein de Google. Je m'occupe d'accompagner un certain nombre de partenaires technologiques. On en compte une vingtaine sur la France et Pricing Assistant en fait partie. Et merci pour l'invitation. Je vais pouvoir vous donner à la fois quelques chiffres sur le marché, un petit peu d'évolution et aussi les tendances sur le pharmaceutique et le digital. Plusieurs éléments que j'avais envie de voir avec vous, c'était la révolution sur le parcours d'achat qui a fortement évolué au cours des dernières années, notamment avec la multiplication des canaux et la multiplication des devices. Et la deuxième chose, c'est des chiffres clés aussi sur le digital. Je vais juste faire une seule slide publicitaire, comme j'ai toujours. C'est Google, par mois, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs sur ces 7 solutions. Aussi bien sur Maps, Gmail, Android, YouTube, j'en passe et des meilleurs. Et juste pour vous donner un petit peu une idée de ce que c'est, 1 milliard d'utilisateurs, je vais avoir besoin de votre participation. Est-ce que vous pouvez me dire en combien de temps la radio atteint le milliard d'utilisateurs dans le monde ? 70, on n'est pas loin de 80. La radio a mis 80 ans à atteindre le milliard d'utilisateurs dans le monde. Est-ce que vous pouvez me dire pour la télévision, plus que 20, ça a mis 60 ans. Si maintenant je parle de notre bon vieux téléphone portable, le premier, il a atteint le milliard d'utilisateurs en 10 ans. Et enfin, le smartphone a mis seulement 5 ans pour atteindre 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. C'est juste pour vous illustrer la rapidité d'adoption des nouveautés produits et l'évolution par rapport à l'époque. L'autre chose, finalement, c'est l'évolution temporelle. Les années 90, c'était finalement la révolution Internet, l'arrivée de la DSL. Dans les années 2000 et jusqu'à maintenant, on a eu la partie mobile et la révolution du téléphone, le smartphone, qui a changé nos utilisations quotidiennes. Enfin, maintenant, on attaque la partie intelligence artificielle qui va nous emmener sur les prochaines décennies. On en reparlera avec le machine learning tout à l'heure, mais c'est en tout cas quelque chose que vous avez dû entendre parler, qui va vraiment révolutionner la plupart des choses que vous faites au quotidien.
Quelques chiffres rapidement pour la France. Un Français sur deux possède un smartphone. Et surtout, il l'utilise en moyenne pendant 3 heures par jour, soit quasiment autant que ce qu'on regarde la télévision. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour travailler. En moyenne, on l'ouvre 650 fois, on l'unlock 150 fois par jour. Si ces chiffres vous paraissent énormes, dans la dernière version d'Android, vous avez une application qui s'appelle Digital Wellbeing, qui est une bêta que vous pouvez télécharger et qui vous dit le nombre de fois où vous avez ouvert votre téléphone, le nombre de temps, la durée journalière où vous l'avez consommé, et aussi le temps par application. J'appellerais ça très instructif, surtout pour ceux qui sont addicts. Dans les transformations, on parle d'intelligence artificielle, il y a aussi l'arrivée de la voix. Aux États-Unis, une requête sur 5 est maintenant faite au travers de la voix, soit directement sur le téléphone portable, soit sur Google Assistant, Google Home, et les différentes solutions qui intègrent en fait la technologie assistant. C'est aussi quelque chose à prendre en compte puisque finalement ça va arriver progressivement sur le marché français. Donc la voix va être un paramètre important par la suite en tant que retailer ou pour les consommateurs. L'autre chose dans l'évolution finalement, c'est qu'à une époque, le consommateur utilisait différentes voies, différents médias. Il regardait la télévision, il lisait les journaux, il allait en magasin. Aujourd'hui, finalement, là, c'est le consommateur qui devient le média et l'ensemble des canaux qui y sont autour, le téléphone, l'ordinateur, la télé, les journaux, le magasin, l'emailing, c'est un petit peu des points de contact où il va falloir qu'en tant qu'annonceur, vous puissiez être présent pour pouvoir toucher la personne au moment où il est disponible. Si je résume un petit peu, avant, on regardait une publicité à la télévision, on recevait un courrier, on allait dans le magasin et puis on achetait, dans le meilleur des cas. Maintenant, le chemin devient beaucoup plus complexe. On a notre téléphone portable, on a notre tablette, on a notre ordinateur, on passe de l'un à l'autre, ensuite on va en magasin, ensuite on revient, on voit une pub télé, ensuite on va finalement dans la boutique, et puis dans la boutique on compare en même temps sur son téléphone portable pour voir s'il n'y aurait pas quelqu'un d'un petit peu moins cher, et enfin on achète. En tant que marque, c'est beaucoup plus compliqué pour aller toucher l'annonceur, pour toucher le consommateur au bon moment, s'assurer qu'il ait le bon message, et surtout s'assurer de vendre, et c'est aussi très compliqué à traquer et à savoir quelle publicité, quel média vous a permis d'aider cette conversion. Donc c'est aussi une évolution finalement du domaine et du secteur. L'autre chose finalement, c'est la présence de plus en plus importante du digital dans le chemin d'achat en magasin physique. Ça va dépendre des différents secteurs, mais si on prend par exemple l'électroménager, seulement 16% des ventes sont faites avec la personne qui va seulement en magasin et qui achète directement sur place. Dans 84% des cas, le digital a été présent dans le parcours, soit à 100% parce que c'était acheté en ligne et sans aller en magasin, soit finalement à 48%, la personne a regardé sur Internet, a comparé les avis et a ensuite acheté directement en magasin. Et on voit qu'il y a une évolution assez importante sur la plupart des secteurs, à part l'alimentaire qui reste assez classique, puisque généralement c'est à peu près ce qu'on achète au supermarché et on ne compare pas trop. Et si je vais vous montrer l'évolution au cours du temps, en 2004, dans seulement 13% des ventes en magasin, le digital était présent. Aujourd'hui, on est à quasiment 60%. Donc on voit vraiment l'importance d'être présent en ligne, avec un site, avec des fiches d'information, avec tout ce qu'on veut, et de pouvoir toucher l'utilisateur à tous ces moments-là. L'autre chose finalement, c'est que de plus en plus de devices, de plus en plus de solutions fait aussi qu'on a de plus en plus de publicité qui nous est présentée au quotidien et fait que les messages vont se perdre dans la foule par rapport aux concurrents. Quelques chiffres. En 2000, l'attention des utilisateurs était aux alentours de 12 secondes. Vous aviez à peu près 12 secondes où la personne suivait la publicité et vous pouviez le toucher. Maintenant, on est aux alentours entre 3 et 5 secondes. Si vous voyez, donc à présent, la personne a beaucoup de moins de temps d'attention. Et si vous voulez vraiment toucher cette personne, il va être beaucoup plus impactant avec une publicité qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinente et qui répond à ses besoins. Vous avez mis le temps de référence pour un poisson rouge au milieu de l'attention. L'autre chose, finalement, c'est vous avez réussi de toucher la personne au bon moment, vous avez réussi de lui donner le bon message, il arrive sur votre site, et là, catastrophe, le site met un temps monstre à charger. On considère qu'une personne sur deux va partir sur votre site, mais plus de 3 secondes à charger. 3 secondes, c'est assez rapide. Et je sais que la plupart d'entre vous vont me dire mon site charge plus rapidement qu'en 3 secondes, sûrement parce que votre site web est déjà en cache dans votre téléphone portable, donc essayez en mode incognito, et vous verrez, ça va être beaucoup plus lent. Donc il y a un gros chantier sur cette partie-là. Et finalement, en résumé, si on veut vraiment toucher bien la personne, il faut le toucher au bon moment, ce qu'on appelle les micro-moments qu'on a vus, c'est-à-dire être sur le téléphone portable, être sur la tablette, être sur les différents vecteurs, remarketing ou autres.
capter son attention avec une publicité qui soit pertinente. Et enfin, s'assurer que vous avez un device, un site web qui soit rapide, efficace, prêt à aider l'utilisateur à aller à la conversion. Et comme aujourd'hui, on va voir le témoignage de 1001 pharmacies, je voulais aussi vous donner un petit peu d'informations sur le domaine du pharmaceutique et de la santé en ligne. Mine de rien, on ne se pose pas forcément trop de questions là-dessus. Il faut savoir qu'il y a une requête sur 20 qui est faite sur le secteur de la santé en France. Quasiment une sur deux est faite à partir du téléphone mobile. 71% des Français ont déjà fait des recherches et font des recherches régulièrement sur la santé, et 87% des moins de 35 ans. Un fait assez intéressant, c'est que finalement, on se rend compte que les gens, sur leur téléphone mobile, ont tendance à être beaucoup plus sincères avec leurs problèmes de santé qu'avec leur famille, avec leur docteur. Puisque vous avez moins, on va dire, de problèmes, donc vous allez écrire exactement le souci que vous avez. L'autre chose aussi, finalement, j'ai envie de vous dire, vous l'avez tous vécu ce truc-là. Vous avez un petit problème, et puis vous allez sur un forum, et puis vous allez sur un autre forum, puis vous lisez les origines, et à la fin, vous finissez comme le monsieur. C'est-à-dire que vous avez tous les problèmes de la Terre. Donc, googlez, recherchez, mais s'il vous plaît, laissez quand même votre médecin faire le travail derrière avant d'imaginer que vous avez les pires maladies. Je pense que celle-là, on l'a tous faite. L'autre chose qui est assez intéressant, c'est que finalement, les utilisateurs vont aller faire des recherches à toutes les étapes du diagnostic et de l'état de santé. 70% vont aller consulter au moment de regarder les différents symptômes. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça peut être. 52% avant le rendez-vous pour être sûr à peu près de présenter les bonnes choses à votre praticien. Fait intéressant, 84% vont regarder après le rendez-vous avec le médecin. Ça donne une grande confiance dans le docteur pour s'assurer des différents types de médicaments qu'il y a derrière. Ensuite, 61% vont considérer le fait d'aller prendre ou non le médicament qui a été demandé. Et surtout, 64% vont aller rechercher une alternative potentielle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est moins néfaste? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus naturel qui peut permettre de résoudre ça? Donc on voit qu'il y a vraiment une présence, une recherche tout au cours du parcours. Et finalement, qu'est-ce que les personnes vont rechercher? Ils vont toujours démarrer leur recherche par le moteur, Google en l'occurrence, et ensuite vont aller sur les blogs, sur les forums, sur les sites d'information, parfois sur les sites de laboratoires pharmaceutiques pour avoir un petit peu le détail, les pharmacies en ligne. Donc il y a vraiment un choix assez divers. Et si on devait répartir un petit peu ces différentes colonnes, on se rend compte que sur le volume de requêtes qui sont faites sur ce secteur, 1 sur 2 est liée à l'état de santé et au traitement, c'est là où on se renseigne le plus. 1 sur 4 va être au niveau des services de santé. Est-ce que cet hôpital est bien? Est-ce que cette clinique est adéquate? Est-ce que ce cabinet de radiographie va répondre à mes besoins et bien noté? Et enfin, 1 sur 8 est liée aux pharmacies, la qualité, la présence des produits ou non. Et c'est pour moi une excellente manière de faire la transition avec 1001 pharmacies. Merci Maël. Donc, je m'appelle Constantin Laurent, je suis traffic manager à Pricing Assistant et donc je vais vous présenter le cas d'étude de 1001 pharmacies. Donc, pour rappel, 1001 pharmacies, voilà, c'est à peu près 30 000 produits et plus de 1000 marques. Donc c'est aujourd'hui une marketplace. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, quand ils sont arrivés à Pricing Assistant, ils avaient un défi, c'était de devenir un site e-commerce qui devenait maintenant une marketplace. Bon, stratégie compliquée, puisque une marketplace n'a pas du tout les mêmes besoins qu'un site e-commerce. Une marketplace a déjà besoin de visibilité. Donc, le premier défi. Et le deuxième, c'était de la rentabilité. Qui dit marketplace dit surtout marge réduite. Donc, 2 défis très, très importants. On a pas mal discuté avec la traffic manager en place. Ils ont énormément joué sur leur notoriété, l'amélioration de la marque. Ça n'a pas été complètement dans leur stratégie, tout simplement parce que la rentabilité n'était pas totalement assurée. En discutant pas mal, on s'est rendu compte qu'il fallait focus sur les produits et surtout assurer la rentabilité des produits. Donc, un seul type de campagne, la campagne shopping. Première étape, bien sûr, on a été voir leur site internet. Bon, parfait, design tendance, le funnel fonctionnait bien, les données étaient bien traquées, enfin, un site e-commerce classique et tout fonctionnait parfaitement. Première étape, réussie. Deuxième étape, on a été voir leur compte AdWords. Bon, on a passé pas mal de temps, on a vu une structure assez complexe. C'est la méthode manuelle, c'est la méthode classique, donc des regroupements par saison, des regroupements par promotion. Comment dire? Énormément de campagnes, énormément de groupes d'annonces. Ça veut surtout dire une analyse assez complexe. Et quand on a commencé à regarder, on a vu pas mal d'opportunités qui passaient à la trappe. Un produit de saison qui était mal boosté, une visibilité pas assurée sur certains produits, c'était quand même extrêmement dommage. Et surtout, en discutant avec la traffic manager, on s'est rendu compte qu'elle était seule pour s'occuper de 30 000 produits. Bon, on s'est dit que ça devait donner ça quand elle travaillait.
Bon, on a très vite compris surtout pourquoi passer sur une méthode de machine learning. Parce qu'en réalité, une méthode de machine learning, voilà, c'est 5 étapes. Ça commence 3 pour, on va dire, le setup et 2 pour la routine. La première étape, c'est le branchement. La partie la plus importante et surtout la partie qui prend surtout le plus de temps. On va se brancher à trois outils. Le premier, c'est le flux. Donc, c'est l'ensemble des données du produit. Ça représente un peu un tableau Excel où vous allez avoir plusieurs colonnes. Le nom, le stock, la marge, le prix, énormément de données du produit qui caractérisent le produit. 2 données après, donc AdWords et Analytics, donc Google Ads et Analytics. Et vous allez avoir toutes les performances des produits sur les plusieurs années et ça va décrire en réalité les caractéristiques de chaque produit. Une fois que tout est connecté, surtout nous on analyse la donnée. On a une 30aine de points, donc la qualité de la donnée, si les prix sont bien paramétrés, il y a extrêmement de points techniques, mais c'est la qualité de la donnée qui prime pour améliorer les performances. Deuxième étape, c'est le paramétrage. C'est une longue discussion avec le client. On va principalement parler de leur stratégie, comment les SEA s'impliquent dans leur stratégie et surtout, en termes factuels, c'est un budget, un ROI et une volonté. Est-ce qu'ils sont sur la volonté de croissance, développer le chiffre d'affaires ou plus sur une recherche de la rentabilité? Dans le cas de Minute Pharmacy, c'était plus une volonté de croissance, une volonté de marketplace, donc de développer la notoriété et le chiffre d'affaires. Et la troisième étape pour le lancement, c'est en réalité le lancement lui-même. Côté client, on va dire que ça donne ça. Plutôt tranquille, un seul bouton appuyé, c'est vraiment les vacances pour le côté client. Côté algo, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire un seul bouton côté client, c'est 30 000 requêtes dans le cas de Minute Pharmacy. On avait 30 000 produits, sur chaque produit, il a été chercher les données du produit, quel prix il avait, la marge qu'il avait, si ça rentrait dans l'objectif, il a été chercher les performances, voir si, si on le mettait sur le marché, quel CTR il allait avoir, quelle enchère il fallait mettre. Et donc en réalité, il a analysé toutes les données du produit pour les inclure dans le paramètre, donc les objectifs qu'on lui a donnés, et ainsi définir par produit l'enchère parfaite pour qu'en réalité, quand il arrive sur le marché, en réalité, les résultats soient au bout du compte. Donc on va dire 30 000 requêtes, un seul bouton, et le mieux dans cette option, c'est que vous avez, je sais pas, le Black Friday, vous voulez booster vos ventes, les objectifs changent, un seul bouton appuyé, et tout change. La fête des mères, plus de budget, pareil, un seul bouton et 30 000 requêtes. Ça prend quelques secondes, alors qu'avant, ça prenait énormément de temps. Voilà, vous avez du temps, donc maintenant, c'est la routine, c'est-à-dire deux étapes, l'analyse et l'optimisation. L'analyse et l'optimisation, surtout chez Pricing Assistant, ça passe, on va dire, en 2 côtés. De mon côté, je vais vous dire, bon, vous avez une super visibilité sur cette catégorie et vous ne pouvez pas avoir un prix ou booster certains produits, c'est assez intéressant. Et du côté client, ça va être, j'ai un super prix sur cette catégorie, est-ce qu'on ne peut pas booster la visibilité, je sais pas, de 4-5 produits? Et il y a un troisième côté, puisqu'on travaille avec un outil de données concurrentielles, la conférence parle de données concurrentielles. En réalité, l'outil vous aide à améliorer vos produits et surtout les valoriser. Donc ça passe par 3 étapes. La première, c'est les titres et s'inspirer des concurrents. On va faire un petit visu sur les concurrents. Donc on parle d'une brosse à dents électrique. Minute Pharmacy met en avant d'abord la marque, Oral-B. Imaginons que Price Minister est le mieux référencé, un agent de qualité. Eh bien en réalité, il ne met pas Oral-B en avant, il met avant tout le constructeur. Ça c'est un conseil très simple. On analyse ce qui fonctionne et on prend les best practices des concurrents. Et ainsi, on peut avant tout mettre Brown en avant. Parce qu'on rappelle quand même que sur le shopping, comment est référencé les produits sur les recherches utilisateurs, c'est avant tout le titre que Google utilise pour placer les produits sur les bonnes recherches des utilisateurs. Et les 5 premiers mots sont les plus importants. Donc, placer Brown, si c'est bien référencé et que les recherches convertissent, pourquoi pas. La deuxième, c'est une brosse à dents électrique Mickey. Et on va se focus sur les recherches utilisateurs, voir lesquelles qui convertissent en réalité. Là, on se rend compte surtout qu'en réalité, Mickey apparaît énormément de fois. On le voit à la 2e, on le voit à la 5e, la 8e et la 10e ligne. Et en réalité, imaginons, ce sont celles qui convertissent, mais on voit ici qu'elles ont un CTR, donc un taux de clic extrêmement faible. Tout simplement parce qu'en réalité, quand on analyse le titre aussi du produit, Mickey est tout à la fin du produit. Et c'est dommage, parce qu'en réalité, les recherches utilisateurs, même les utilisateurs ne vont pas voir Mickey dans le début du produit. Donc voilà, tout simplement, changer l'organisation du titre, la structure, extrêmement important. La troisième étape, ça va être les images. On part sur un autre produit, qui est les recharges de brosses à dents électriques. Et voici donc, les images des concurrents et en haut à gauche, l'image de Minute Pharmacy. Pour rassurer le client, en réalité, c'est le même produit, mais on a besoin
d'afficher les 3 produits. C'est une recharge avec 3 produits, donc en réalité, le client s'attend à avoir 3 produits. Imaginez, vous tapez recharge brosse à dents électrique, vous arrivez avec 5 produits Google Shopping, 1001 Pharmacie apparaît avec un seul et Amazon avec 3. L'utilisateur ne va pas hésiter, il va aller voir d'abord ce qui correspond exactement à sa recherche. Et je ne vous ai pas parlé du plus important, le prix. Le premier élément de décision chez les utilisateurs, c'est sur celui-ci qu'il faut se focus. Donc bien sûr, il y a énormément de stratégies. Pricing Assistant peut aussi vous aider sur tout ce qui est le repricing, mais aujourd'hui, on va se focus sur la valorisation des enchères. Donc en fait, améliorer la visibilité des produits, on va dire, qui sont bien placés, donc avec un placement prix intéressant. Donc on va prendre un produit, voilà, ici vendu 30 € pour le prix du marché à 15 €. Le petit graphique qui est à sa gauche, c'est les 5, on va dire, concurrents favoris de 1001 Pharmacie et 1001 Pharmacie en noir. On voit tout de suite le problème. Imaginez, vous investissez de l'argent sur ce produit, vous vous placez premier dans les 5 produits de Google Shopping sur ce produit, et le concurrent est vendu 2 fois moins cher juste à côté. Investir sur ce produit, ce n'est pas la meilleure décision qu'on puisse prendre. A l'inverse, si vous prenez le produit qui est bien en dessous du marché, voilà, 8 € pour un prix du marché moyen à 21 €. Vous placez dans les 5 premiers et l'utilisateur, il va cliquer sur le produit et convertir. Alors que dans le premier cas, il va cliquer sur votre produit, mais c'est pour comparer, comprendre pourquoi il est vendu 2 fois moins cher. Et ce clic, vous allez le payer. Alors qu'ici, votre taux de transformation, il sera bien meilleur. Mais bon, on rigolait tout à l'heure de 1001 Pharmacie qui gérait 30 000 produits toute seule. Ici, on vous dit, c'est super intéressant d'intégrer le prix du produit sur 30 000 produits. C'est avec 5 concurrents. Je ne vous dis pas l'analyse, ça passe un peu de temps. Tout simplement, aujourd'hui, Pricing Assistant, il a la volonté d'intégrer ces 2 technologies, les données concurrentielles et le machine learning. On a une méthode machine learning et aujourd'hui, on intègre ce placement prix comme n'importe quel élément. Le prix, la marge, pour nous, c'est comme le placement prix. Donc pour nous, améliorer la rentabilité, ça passe surtout par avoir 3 temporalités. Le passé avec les performances qu'on a sur Analytics, le présent avec les données du produit, la marge, les objectifs qu'on a sur ce produit, et on va dire le futur, c'est le placement prix du produit. Comment en fait le produit va réagir sur le marché et comment en réalité les utilisateurs vont voir votre produit face aux concurrents. Donc pour conclure, avant de passer la main à Fanny de 1001 Pharmacie, tout simplement voilà, améliorer la rentabilité grâce au machine learning et aux données concurrentielles. Mais en réalité, ça passe par prendre une décision intelligente en prenant en compte ces 3 temporalités et surtout automatiser est la règle la plus importante avec une solution intelligente. Voilà. Je passe la main à Fanny de 1001 Pharmacie. Merci Constantin. Bonjour à tous. Donc je suis censée être le quinca bedonnant qui se la coule douce sur sa chaise. Donc voilà, je vais vous présenter comment on travaille avec Constantin, avec Pricing Assistant et pourquoi on a fait le choix il y a 1 an et demi de passer via eux pour on va dire améliorer la performance de nos campagnes sur shopping principalement et un petit peu aussi en AdWords plus classique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement 1001 Pharmacie. Tout de même, je vais faire quelques repasses, mais je vais aller un petit peu plus vite. Le point central, parce que ça permet de mieux comprendre notre business model, c'est qu'on est une marketplace. On n'est pas un e-commerçant, donc un petit rappel rapide. On vend pas, on n'est pas propriétaire de nos stocks. On s'appuie sur un réseau de pharmacies physiques, à peu près 80 partenaires pharmaciens qui travaillent avec nous, qui n'ont pas de site internet en propre et qui utilisent 1001 Pharmacie pour vendre leurs prix, leurs produits à leurs tarifs sur notre marketplace. Alors, on s'est lancé en 2012, nous, sur le marché, sur la toile. On était un des premiers acteurs puisqu'on s'est lancé en même temps que la législation qui s'est ouverte sur le web pour le monde de la pharmacie. On a eu une croissance assez fulgurante en 5 ans. On a fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017 auprès d'un core target qui est plutôt une femme située entre 40 et 50 ans, plutôt CSP+, ça c'est plutôt notre core target. Et aujourd'hui, en tant que marketplace, la clé pour nous, c'était d'avoir, l'enjeu business, on va dire clé, c'était d'avoir l'offre la plus large possible. Aujourd'hui, on référence à peu près 30 000 produits sur le site, avec à peu près 500 nouveautés par mois. On a plus de 1000 marques qui sont présentes autour de 7 univers produits qui sont assez larges. La santé, naturellement, qui est, on va dire, souvent la gamme d'entrée. Et puis ensuite, on amène sur d'autres univers qui sont la maternité, l'hygiène, la beauté, le sport, la sexualité et puis l'univers autour vétérinaire, pardon.
Alors, une fois qu'on s'est dit ça, c'est pas ce qui vous intéresse forcément plus, je vais vous rentrer un petit peu dans le détail de la stratégie AdWords qu'on a mis en place. Moi, je suis chez Million Pharmacy depuis maintenant 18 mois. Et quand je suis arrivée en tant que bonne marketeuse qui se respecte, j'ai fait un audit, une analyse des différents leviers d'acquisition qu'on avait en place pour voir un peu ceux qui fonctionnaient moins, et puis voir comment on pouvait effectivement optimiser les leviers qui étaient un peu moins performants. Vous l'imaginez, Google était un des leviers majoritaires chez nous. Et j'ai, on va dire, passé au crible ce levier-là au regard de 3 objectifs marketing que je m'étais fixés en arrivant, qui étaient les suivants. Le premier, assez naturel, c'était d'augmenter le trafic entrant. Comment ça pouvait se matérialiser sur Google? C'était en élargissant la couverture des recherches et en diversifiant les sources de trafic. Donc on travaillait, nous déjà sur Shopping, mais on s'est lancé aussi, on va dire, en achat de mots-clés classiques qu'on ne couvrait pas jusqu'à maintenant. Le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était d'avoir des prospects plus qualifiés. Alors on le faisait via Google, mais il y a des fonctionnalités qu'on n'utilisait pas. Je pense notamment, alors on avait des photos naturellement, mais qui n'étaient pas forcément super optimisées pour le flux Google, en termes de taille, en termes d'imagerie. On n'avait pas forcément la disponibilité qui était présente sur le flux Google. Voilà, donc on a travaillé ça, je m'étais listé de travailler ça pour pouvoir obtenir des internautes qui sont déjà plus avancés dans le processus d'achat et forcément pour pouvoir optimiser la conversion derrière. Troisième objectif que je m'étais listé sur le canal Google, c'était de pouvoir réduire le coût d'acquisition normal pour pouvoir avoir plus de budget à mieux utiliser. Et là, la stratégie que j'avais en tête, c'était de pouvoir, ne valoriser que les produits sur lesquels j'avais du stock, ce qui paraît assez débile, mais ce qu'on ne faisait pas forcément quand je suis arrivée. Et le deuxième, c'était de pouvoir recibler les internautes qui avaient déjà manifesté dans leur parcours d'achat, dans leur parcours sur le web, un intérêt pour des produits pharmaceutiques, via du retargeting classique. J'ai présenté ce brief à Pricing Assistant, avec qui on travaillait déjà à l'époque sur un outil de veille tarifaire et qui développait sa solution justement sur Google à l'époque. Et puis je leur ai présenté aussi nos contraintes métiers. Je vais refaire une repasse, même si Romain les a présentés, mais ils sont importants chez nous. On avait 4 contraintes métiers fortes et qui nous empêchaient aussi d'être performants. La première, c'est un catalogue très vaste. On a 30 000 références et comme le disait Constantin, j'avais une personne seule qui gérait 30 000 références. Donc autant vous dire qu'en bid management, c'est extrêmement chronophage. Elle y passait beaucoup de temps par jour et voilà. La deuxième contrainte, c'était un catalogue que j'ai appelé Google Touchy, puisqu'on est sur le secteur de la parapharmacie. Et j'en ai rapidement discuté avec Maëlle. C'est vrai que c'est un secteur qui est encore relativement opaque d'un point de vue législatif pour Google. Voilà. Mais en tout cas, sur lequel la législation est encore un petit peu complexe à comprendre. Il y a des produits qui sont autorisés une année, qui vont très rapidement passer du côté interdit. Voilà. Donc c'est assez complexe à comprendre. Et effectivement, seul en interne, décrypter la réglementation Google, ça demande quelques heures de boulot. Le troisième, c'est un modèle économique exigeant. Encore une fois, on n'est pas un e-commerçant, donc on est une marketplace, donc on a un taux de marge très réduit. On s'appuie sur des partenaires physiques et on prend 18% de commission sur les ventes qu'ils réalisent. Donc je n'ai pas une marge très extensible en termes en termes d'acquisition. La quatrième contrainte, c'est une concurrence grandissante. On arrivait en 2012, on était un des premiers acteurs. En 2017, on est plus d'une quinzaine sur le marché. Et clairement, faut émerger, il faut faire la différence. Même si on est déjà numéro 1, il faut consolider. Donc je présente ces briefs et puis on décide de travailler ensemble avec Pricing Assistant qui me dit je crois qu'il y a des choses à faire. J'avais une liste de 3 KPI en tête qui ont un peu mené ma stratégie, qui étaient les 3 KPI principaux que j'ai suivis pour voir si ce qu'on faisait avait du sens et plutôt fonctionnait bien. Les KPI sont les suivants. Le premier, c'est le taux de clic, naturellement. Est-ce que je clique ou pas sur mon annonce ? En 2016, quand on le faisait seul par nous-mêmes chez Million Pharmacy, on avait un taux de clic moyen autour de 1,50. Au bout d'une année de travail avec Pricing, on l'a relativement bien augmenté, plus 60% pour le faire passer à quasi de 5. Le deuxième KPI qui était clé, qui faisait partie de mes objectifs, c'était de réduire le coût d'acquisition. Sur Google Shopping, à l'époque, en 2016, on était à un coût d'acquisition de 7 €. On l'a baissé à 5,2 € en moyenne, pour un budget équivalent.
Et puis le troisième KPI clé qui parle à tout annonceur qui se respecte, c'est le ROI. Voilà, on avait des campagnes qui étaient rentables à hauteur de, voilà, pour 1 € investi, on en chopait 5. Et maintenant, pour 1 € investi, on génère 8 €. Donc voilà, les résultats, en tout cas, étaient à peu près conformes à mes attentes, en tout cas pour ma direction et pour moi-même. Donc voilà, pour vous donner une perspective. Si je dois retenir 3 avantages du partenariat aujourd'hui avec Pricing Assistant et de notre relation, le premier, on l'a dit, mais j'insiste, c'est le gain de temps, clairement. Moi, j'avais une personne à temps plein dans mon équipe avant qui gérait Google Shopping, qui est aujourd'hui pour nous le deuxième levier d'acquisition en interne après le SEO. Aujourd'hui, c'est triste à dire, j'aide pas l'emploi, mais malheureusement, j'ai mis cette personne sur autre chose. Donc voilà, c'est une personne en moins en interne, en tout cas sur la problématique Google. C'est des enchères optimisées puisque j'ai ma veille tarifaire qui est greffée à mon outil. Donc si j'ai des produits qui sont clairement pas compétitifs, ils ne sont pas présents. Ce qui me permet de gagner pas mal d'argent. Et puis une prise de décision simplifiée parce que effectivement j'ai accès. Google est très bien fait, Analytics est très bien fait, mais il faut quand même très très bien connaître et un peu expert. Via Pricing Assistant, j'ai des tableaux de bord un peu simplifiés qui me permettent d'aller plus vite dans ma prise de décision. Voilà. Et le petit bonus qui n'est pas négligeable, je ne sais pas s'il y en a qui s'est arrivé dans la salle, mais nous, on s'était fait suspendre le compte Google Shopping 3 fois en 5 ans. Et quand vous avez une suspension de Google Shopping, c'est extrêmement compliqué de lever une suspension. On prend à peu près 2-3 semaines. Voilà. Donc en termes de business, quand c'est votre deuxième levier d'acquisition, ça peut faire un peu mal. Voilà. Et c'est vrai que j'ai évité depuis 1 an et demi, en tout cas je croise les doigts, mais 0 suspension. Donc voilà, à peu près pour le brief. Merci beaucoup, on oublie d'interrompre, je pense qu'on peut applaudir bien fort.